Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons commencer une nouvelle partie intitulée Discrétisation et système discret. Alors, discrétisation et système discret. Nous allons commencer par le premier point concernant la discrétisation des signaux. D'accord? Comme vous le connaissez tous, un signal, il peut être de nature continue ou discrète. C'est-à-dire ici, c'est la nature du signal. D'accord? Pour les signaux continus, la variable indépendante est le temps t. C'est le temps t qui est une variable continue appartenant à R. D'accord? Et pour les signaux discrets, la variable indépendante va être dénotée par l'indice K. K, il appartient à Z, l'ensemble des entiers Z. D'accord? Alors, dans cette section, je vais vous montrer comment faire le passage du continu vers le discret. Et on va voir comment passer d'un signal défini dans son domaine temporel continu vers la représentation toujours temporelle mais en fonction de K. Comme vous le voyez ici, donc T c'est la variable indépendante et ici K c'est la variable indépendante discrète, d'accord? Donc la définition de continu ou discret est reliée à la variable indépendante T ou K bien sûr, d'accord? Commençons. L'allure générale d'un signal continu si je donne une figure quelconque représentant ce signal, le voilà. Donc, comme vous le voyez, ce signal est défini pour n'importe quelle valeur de t, bien sûr sur un certain intervalle. D'accord? Donc, vous constatez ici, par exemple, si votre signal est défini entre deux points A et B, pardon, la manière suivante. On constate que, quel que soit T, quel que soit T appartenant à AB, on va constater qu'il existe un certain X de T. Bien sûr, avec l'hypothèse que ce signal est continu. D'accord? On trouve toujours une valeur de X de T. Bien sûr, avec l'hypothèse que X de T est continu. D'accord? Maintenant, pour le cas discret,
on va considérer seulement quelques réalisations du signal xt sur l'intervalle AB. Pardon. De la manière suivante, et je vais considérer seulement quelques réalisations. Ces réalisations vont être prises T, si cet axe est T. Sur T, je vais considérer seulement les points suivants. Des points discrets suivants. Donc, c'est-à-dire je considère les instants où le signal est obtenu. C'est des instants discrets. D'accord? Par exemple, ici, l'instant -1, l'instant 0, l'instant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 par exemple. Ici, comme vous le constatez, le temps t va prendre seulement les valeurs suivantes. Et 8. On remarque bien que dans ce cas, cette définition ou cette proposition n'est pas vraie. Pourquoi? Parce qu'ici, on ne peut pas dire que quel que soit quel que soit t appartenant à AB, A ici et B ici, à AB, on ne peut pas dire que ça implique qu'il existe un certain x de t. D'accord? Cette définition, cette fois-ci, ou cette proposition est fausse. Pourquoi? Par exemple, prenons par exemple ce temps-là entre 2 et 3. Si on considère cet instant de temps, parce que nous avons dit quel que soit t, alors soit ce t-là, par exemple, si t égale à 2,5. Donc pour ce t, est-ce que nous avons une valeur du signal? Donc, il est clair que c'est non. Donc ici, on n'a pas de valeur. Parce que ce signal est défini seulement aux instants de temps discrets de -1 à 8. Donc à 2,5, à ce temps-là, on constate bien que nous n'avons pas de valeur pour xt. Donc on dit que xt n'existe pas. Donc cette proposition est fausse. D'accord? Et c'est une propriété très importante pour les signaux discrets. Maintenant, puisque ce signal, il n'est pas déterminé ou défini à tous les instants de t, mais il est seulement défini à des instants de temps discrets. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer la notation pour utiliser cette notation-là. Donc, on va effacer le t et on va écrire un k. Le k qui veut dire que le signal est défini seulement à ces instants. Ces instants discrets, d'accord? Et la même chose ici, on va dire que xk. Donc, au lieu d'écrire xt, on va écrire xk. C'est-à-dire que ce signal est défini aux instants de temps k. Maintenant, quelle est l'utilité de ces signaux discrets? L'utilité pratique.
Donc ici, je peux terminer la phrase. Si t égale à 0,5, cela implique que x 2,5 n'existe pas, d'accord? C'est-à-dire indéterminé. Ok, utilité pratique. Pratiquement, la discrétisation est très importante parce qu'elle va nous permettre de stocker ou de mémoriser ces signaux dans un système à microprocesseur, c'est-à-dire un système à mémoire discrète. C'est-à-dire, soi-disant, nous avons un PC, un système à microprocesseur. Nous avons deux PC et nous allons faire une expérience simple. Cette expérience va nous permettre de stocker un signal dans un PC. D'accord? Ici, nous avons un signal continu. Ici, un signal discret. Le même signal. D'accord? On va considérer un même signal ici sous sa forme continue et ici sous sa forme discrète. Maintenant, ce stockage, d'accord, ces signaux vont être stockés, d'accord? Donc, pour mémoriser ou stocker un signal continu sur un PC, donc pratiquement, c'est une opération impossible. Pourquoi? Parce que la taille de mémoire qui sera nécessaire pour ce stockage est infinie. Pourquoi? Donc ici, dans ce cas, stockage ou mémorisation impossible. Pour quelle raison? Car la mémoire nécessaire à ce stockage est infinie. D'accord? Mémoire infinie est une tâche non réalisable. D'accord? Donc, n'est pas réalisable. N'est pas réalisable. Pourquoi? Parce que si vous avez n'importe quel signal continu entre deux instants de temps A et B, d'accord? Pour stocker ce signal, les valeurs de ce signal sont comprises ici. Voilà les valeurs du signal. Donc nous avons une valeur entre C et D. Et comme vous le voyez bien, les valeurs du signal entre C et D sont des valeurs continues, donc ils vont avoir une infinité de valeurs. D'accord? Donc ici, nous avons une infinité de valeurs parce que c'est une courbe ou un segment continu. C'est un segment continu implique, il contient une infinité de valeurs, c'est-à-dire
pardon, entre C et D, il y a une infinité de valeurs. Donc, et pour sauvegarder ces valeurs qui sont des valeurs du signal xt, ces valeurs du signal, pour les mémoriser, nous aurons besoin d'une mémoire infinie. D'accord? Donc, dans ce cas-là, donc nécessité d'une mémoire infinie, ce qui est pratiquement impossible. Donc, la problématique avec les signaux continus, c'est ce qu'on ne peut pas les mémoriser vu leur taille importante, parce qu'ils appartiennent aux signaux réels. Maintenant, une idée pour résoudre cette problématique, imaginez toujours en considérant le même exemple entre A et B. Maintenant, notre signal qui est défini entre C et D. Maintenant, on ne va pas considérer toutes les valeurs entre C et D, c'est-à-dire on ne va pas considérer un segment de droite, mais on va seulement considérer le signal pris aux instants de temps suivants. D'accord? C'est-à-dire en réalisant cette discrétisation de cette manière. Donc, l'effet qu'on va obtenir maintenant, c'est que les valeurs qu'on va obtenir ici sont des points. C'est-à-dire, au lieu d'obtenir un segment de droite, nous allons obtenir seulement quelques réalisations qu'on appelle échantillons. D'accord? Donc, vous voyez bien la différence maintenant. Maintenant, pour x de t, j'ai par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'ai 9 valeurs. D'accord? Une valeur pour chaque réalisation ou pour chaque échantillon. Bien sûr, ces valeurs-là sont très proches. Une valeur ici, une autre ici, d'accord? Les dernières valeurs sont très proches. L'essentiel, j'ai ici 9 valeurs, d'accord? Donc, dans ce cas ici en vert, dans cet exemple, on a 9 valeurs. Mais ici, dans le cas continu, ici, nous avons une infinité de valeurs. D'accord? Et c'est pour cette raison que pour stocker un signal sur un PC, on doit d'abord le discrétiser de la manière suivante. Parce que le stocker sous sa forme continue est une opération impossible. Donc, 9 valeurs implique le signal peut être facilement stocké ou mémorisé. D'accord? Et c'est la raison principale de l'opération de discrétisation d'un signal. D'accord? Maintenant, je vais vous présenter quelques mathématiques de la discrétisation des signaux. D'accord? Alors, maintenant, nous avons dit que dans le plan
continue, la variable indépendante est dénotée par la lettre T et pour le cas discret, on remplace T par KT. D'accord? C'est quoi le KT? Donc ici T, il appartient à R. Ici K, il appartient au nombre entier Z. Et T, c'est une période d'échantillonnage. D'accord? C'est une période d'échantillonnage. Je vais la réécrire ici. T période avec un d'échantillonnage. D'accord? C'est-à-dire, c'est la période avec laquelle on prend nos échantillons. Graphiquement, c'est quoi? Si vous avez ici un signal continu, d'accord? Donc, si je considère, pardon, si je prends ce signal, le premier moment va être 0, d'accord? Je prends la première valeur échantillonnée à l'instant 0. Le prochain instant pour lequel je vais considérer le signal, la valeur du signal, va être t. Donc je vais prendre t et je vais les mettre en rouge. Ici at et je vais prendre la valeur, la première valeur. D'accord? Ici pour cette valeur, je vais la noter par x 0. D'accord? Ici, cette valeur, je vais la noter x 1. Pourquoi 1? Parce que cet instant est t. Et avant le t, je peux mettre 1 fois t. 1 fois t, qui est le kt. Pour le deuxième t, c'est quoi? Ici, le temps, il va être 2t. D'accord? À 2t, je vais avoir la valeur x 2. D'accord? Pour l'indice, je prends toujours le coefficient de la période d'échantillonnage. Ici, le coefficient c'est 1, je prends x1. Pour x2t, je prends le x2, etc. D'accord? Ici, elle va être 3t. Ici, je vais avoir le x3, etc. Jusqu'à, par exemple, nt. À 1t, je vais avoir ici xn. D'accord? Donc, l'axe des temps t, d'accord, l'axe de temps t va être remplacé par kt. Ok? Le kt, c'est les instants échantillonnés. Ok? Maintenant, et bien sûr, le signal x dans ce cas va être dénoté par xk. D'accord? Xk. Et pour simplifier plus les choses, donc on va pas utiliser cette notation kt, mais on va utiliser à la place, on va utiliser le symbole k. Et bien sûr, sous-entendu que
la période t est prédéfinie, est déjà définie. D'accord? Si on considère k avec t déjà donné. D'accord? La période d'échantillonnage. Donc, à partir de maintenant, si on vous donne un signal discret de la manière suivante, d'accord? Donc, ce signal est bien sûr, il est défini seulement aux instants suivants. Donc, celui-là, c'est, par exemple, à l'origine, nous avons cette valeur. Donc, ici, vous allez déduire directement que les instants de ce signal sont 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ici, c'est K, et cet axe, c'est X de K. D'accord? C'est les instants de réalisation de ce signal. Donc, cette représentation est la représentation vectorielle. C'est la représentation vectorielle de xk. C'est-à-dire, dans ce cas-là, le xk est défini par x1 jusqu'à xn. D'accord? Ici, on peut ne pas faire le k. Donc, on dit simplement que x est défini par ces valeurs. D'accord? Et bien sûr, n ici, dans ce cas, n est égal à 6. C'est-à-dire, nous avons x1 jusqu'à x6 dans ce cas particulier. D'accord? Ok, c'est pour cette raison, on dit que cette représentation nous définit le vecteur x défini par ces échantillons définis de x1 jusqu'à x6. Et bien sûr, le signal peut être aussi défini sur son axe temporel en utilisant la période d'échantillonnage t. D'accord? Donc, dans cette représentation, le K, ici, représente des échantillons. Alors, maintenant, le même signal, si on veut utiliser l'axe de temps, K fois T, donc on doit prendre le T en considération. Donc, le même signal, il peut être aussi défini de la manière suivante. Mais cette fois-ci, nous avons T, 2T, 3T, 4T, 5T et 6T. Et maintenant, la distance, cette distance est une distance temporelle. C'est la période d'échantillonnage T. D'accord? Ici, la période était toujours 1. Parce que dans ce cas, nous avons considéré seulement des échantillons. Donc, ce signal est considéré comme un vecteur. Mais cette fois-ci, chaque point est réalisé à son instant de réalisation, c'est-à-dire les t avec t, la période d'échantillonnage. Ici, c'est kt. Donc, en discret, vous pouvez trouver ces deux représentations qui sont équivalentes. Soit on représente le xk ou le xkt. Le xk sur l'axe des x, on représente seulement les échantillons. Et pour le xkt, sur l'axe des temps, on représente les échantillons à leur instant de temps, défini par la période d'échantillonnage t.
Maintenant, je vais définir une, euh, une variable qui va représenter la fréquence de prise de ces échantillons. Donc, cette variable ou cette grandeur va être dénotée par F, E, F indice E. C'est quoi le F indice E? C'est la fréquence d'échantillonnage. C'est quoi la fréquence d'échantillonnage? Fe, elle est définie par 1 sur TE. D'accord? Le TE, c'est ce T-là. D'accord? C'est la période T. Alors, je vais donc ici. Il a été défini par T, donc je ne vais pas utiliser le E. Donc, c'est 1 sur T. La fréquence d'échantillonnage, Fe, est définie par 1 sur T. Elle représente la vitesse avec laquelle on prend ces échantillons en temps réel. D'accord? Elle, cette fréquence, elle représente la vitesse avec laquelle on prend les échantillons d'un signal continu. D'accord? C'est-à-dire si T est grande, c'est-à-dire la période est grande, si T est petite, qu'est-ce qu'on va avoir? D'accord? Si T est grand, donc les échantillons pris seront loin l'un de l'autre. D'accord? Donc les mesures ou les échantillons XK seront éloignés l'un de l'autre. C'est dans le cas où T est grand. Dans le cas où T est petit, on va voir le phénomène inverse, c'est-à-dire les échantillons XK seront proches l'un de l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire graphiquement? Alors, je vais représenter les deux cas, T grand et T petit, pour un même signal qui est par exemple ce signal. Lorsque T est grand, donc on va prendre par exemple cet exemple. Donc dans ce cas, voilà la période T, d'accord, la période d'échantillonnage. Donc si T est grand, cela veut dire que F échantillonnage est petite. Parce que n'oubliez pas que F c'est 1 sur T. Donc si T est grand, F est petite. La même chose ici. Si T est petit, donc F E est grande.
c'est-à-dire elle est élevée. Donc, dans ce cas où t est grand, donc, les échantillons vont être éloignés l'un de l'autre. D'accord? Donc, voilà les échantillons. Et vous constatez qu'elles sont éloignées. Bien sûr, éloignées sur l'axe par rapport à l'axe des X. D'accord? Voilà la distance. Mais dans le cas où nous avons t petit, comme dans cette figure-là, lorsque t est petit, voilà les échantillons. Donc, qu'est-ce qu'on va constater? On constate cette remarque. Les échantillons sont proches. D'accord? Donc, la distance entre ces deux échantillons est petite, c'est-à-dire que ces deux échantillons sont proches. Donc, c'est la raison d'écrire ces deux remarques. Donc, T grande, c'est-à-dire FE petite, une faible fréquence d'échantillonnage. Et pour ce cas-là, T petit, nous avons une haute fréquence d'échantillonnage. Donc, pour une fréquence d'échantillonnage élevée, on va prendre plus d'échantillons. D'accord? Donc, dans ce cas, par exemple, nous avons seulement 3 échantillons. Mais dans ce cas, nous avons plus de 3 échantillons. D'accord? Ici, nous avons, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Par exemple, ici, nous avons 11 échantillons. C'est juste un exemple. Échantillons. Nous avons 11 échantillons. Ici 3 et ici 11. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va dire maintenant? On dit que si FE augmente, donc on aura plus d'échantillons. Et le signal échantillonné obtenu sera plus précis que celui obtenu avec une FE plus faible. D'accord? C'est-à-dire, si on vous donne un signal continu et on vous demande de le discrétiser ou de l'échantillonner, on doit toujours prendre la plus grande fréquence d'échantillonnage que vous pouvez utiliser. Et pour cette raison, la discussion précédente va nous mener donc à discuter ce qu'on appelle le théorème de Shannon. C'est un théorème très important en théorie du traitement du signal. Ce théorème énonce quoi? Alors, si nous avons, si xt est un signal continu, alors, pour l'échantillonner,
son échantillonnage doit être fait par une fréquence d'échantillonnage FE supérieure ou égale à 2 fois la fréquence maximale contenue dans le signal x de t. D'accord? En lettres, on écrit f, la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure ou égale à 2 fois f max. Le f max, c'est quoi? C'est la fréquence maximale qui se trouve dans le signal x de t. D'accord? Exemple, soit x de t égale par exemple 0,5 sinus de pi 60t moins 3 cosinus de pi 10t plus sinus de pi, par exemple 3t. D'accord? Ce signal xt est composé de 3 fréquences, fréquence de 60, 10 et 3. D'accord? Donc ce signal, il contient les fréquences contenues dans ce signal sont 60, 10 et 3, bien sûr, en Hertz. Quelle est la fréquence maximale ici? C'est celle-là, d'accord? C'est F max que nous avons défini ici, F max. Donc le F max, c'est la fréquence maximale qu'on peut trouver dans le signal, comme je vous ai montré ici. Donc à titre d'exemple, je vous ai donné un signal contenant 3 fréquences. La fréquence la plus grande, c'est 60 Hz. Donc, le théorème d'échantillonnage de Shannon nous impose à échantillonner xt par une fréquence d'échantillonnage supérieure à 2 fois f max. Donc, selon Shannon, x de t doit être échantillonné par FE supérieur et ou égal à 2 fois 60 qui est égal à 120 Hz. D'accord? Donc FE doit être choisi supérieur ou égal à 120 Hz. Ok?
Je vais vous présenter maintenant quelques exemples d'échantillonnage. Exemple 1. On va commencer par le signal échelon unitaire. Alors, comme vous le connaissez tous, un échelon unitaire est défini par la figure suivante. D'accord? Sa version discrète, donc nous avons U de t égale à 1 pour t supérieur ou égal à 0 et 0 pour t négatif. C'est la version continue. La version discrète ou échantillonnée, alors elle va être définie ici par l'axe KT et on aura les échantillons suivants. D'accord? C'est l'échelon échantillonné. Donc dans ce cas, U KT va être égal à 1 pour K égale 0, 1, 2, etc. Et 0 pour K négatif. D'accord? UKT. Ici T, 2T, 3T, etc. D'une manière générale, si l'échelon n'est pas unitaire, on aura ici un K, on a déjà le symbole K, nous avons une amplitude A, alors ici on aura un A, d'accord, et ici nous aurons aussi un A, d'accord, c'est le cas général d'un échelon quelconque. Alors nous avons présenté ici les deux cas, échelon unitaire et non unitaire. D'accord? On passe maintenant à l'exemple 2. Signal rampe. Pour le signal rampe, bien sûr, on parle du signal de test R de t. Il est défini de la manière suivante, qui possède une pente A. Dans ce cas, R de t, il est égal à AT pour t positif et 0 pour t négatif. Parce que pour les valeurs négatives de t, la valeur du signal est nulle. La version discrète de ce signal elle va être la suivante. Où ce signal est défini à t, 2t, 3t, 4t, etc. D'accord? Donc la formule discrète de ce signal, c'est R, kt égale la pente de ce signal est A,
Donc, elle va être A. Et je remplace le T par KT. D'accord? Comme je l'ai fait ici. D'accord? On remplace toujours la variable continue T est remplacée par KT. La même chose ici. Donc, dans la formule continue, nous avions AT et dans la formule discrète, on va avoir un A fois T. Le T est remplacé par KT. Donc, c'est A KT. D'accord? Et 0 ailleurs. Ici, pour K supérieur ou égal à 0. De la même manière ici. Et K négatif. La variable c'est K, donc je peux réarranger cette équation et je peux l'écrire sous la forme AT fois K. D'accord, c'est A, T, AT fois K. Exemple 3. Signal parabole. Pour ce signal, l'allure va être la suivante. Donc, son équation est égale à T au carré, T positif et 0 pour T négatif. La version discrète va avoir la même allure, mais d'une manière discrète. Je trace d'abord l'allure, je puisse la suivre, et voilà. Maintenant, je peux effacer le trait discontinu. D'accord? Et voilà. Donc, cette parabole échantillonnée, donc c'est x kt doit être égal à a fois t au carré, le t est remplacé par kt. Donc a kt au carré. Ici c'est 0 pour t, pardon, pour k positif, k négatif. Le kt au carré, je vais le simplifier, donc c'est t carré fois k carré. C'est t carré fois le k au carré. C'est la forme d'une parabole discrète. Exemple 4. Je vais considérer un signal sinusoïdal. Pardon, c'est son mot. C'est le signal sinus ou cosinus. Graphiquement, ce signal a l'allure suivante. Possède une certaine amplitude A
et une période t, d'accord, c'est une période. La formule mathématique de ce signal est la suivante. Donc c'est A sinus de pi possède une certaine fréquence f de pi f t, d'accord, pour t positif et 0 pour t négatif. La version discrète va avoir l'allure suivante, kt. Je trace d'abord l'allure. Ensuite, je vais représenter les échantillons. Ces échantillons, bien sûr, dépendent de la fréquence d'échantillonnage utilisée. D'accord? Voilà. Donc, c'est la forme échantillonnée de la sinus. Maintenant, la formule mathématique va être définie par A sinus de pi f. Le t va être remplacé par ktf, kt pour k positif et 0 pour k négatif. La variable ct, donc je vais utiliser ici t fois k. F, t fois k. Mais faites attention ici, le f, c'est la fréquence du signal. D'accord? Et nous avons t, c'est la période d'échantillonnage. C'est pas la période du signal. La période du signal, je vais la dénoter par exemple 1 sur f. Je vais la poser égale à f, la fréquence du signal. D'accord? Fs. Et bien sûr, on aura ici 1 sur t. C'est la fréquence d'échantillonnage. D'accord? Fréquence d'échantillonnage. Donc ici, le f, c'est la fréquence du signal, et ce t, c'est la période d'échantillonnage du signal. D'accord? Elle est différente de la période du signal, pardon, ts, ici c'est ts, car la ts, c'est la période du signal. D'accord? 1 sur f égale t sur s, c'est la période du signal. C'est la période du signal. D'accord? Je vais terminer cette section par l'obtention pratique d'un signal échantillonné, c'est-à-dire comment former ou obtenir un signal échantillonné à partir d'un signal continu. Alors, si nous avons par exemple un signal continu x de t possédant l'allure suivante, d'accord? Pour obtenir sa version échantillonnée, nous devons le faire passer par le système suivant, qui est un système très simple, constitué d'un interrupteur commandé par une horloge possédant une fréquence ou une période t.
qui est la période d'échantillonnage. D'accord? Donc ici, nous avons une horloge H. Cette horloge H possède une fréquence FE, la fréquence d'échantillonnage. Ce signal passé par ce système va nous donner XKT, le signal échantillonné. Donc dans cette figure, le T, c'est la période d'échantillonnage. Et FE, c'est la fréquence d'échantillonnage. D'accord? En quelque sorte, nous avons fait ici une multiplication du signal XT par le signal horloge H, commandé H qui commande un certain interrupteur ici. D'accord? Ce qui va nous donner le signal échantillonné. Le signal horloge est une séquence d'impulsions de Dirac. D'accord? Il possède cette allure-là. Donc, nous avons le T, ici le signal horloge, H de T. Donc, c'est une séquence ou un peigne de Dirac possédant la période T. Donc ici, ce signal se répète à chaque T. D'accord? Et bien sûr, FE, c'est 1 sur T. Donc la multiplication de X par H de T va nous donner le signal échantillonné XKT de la manière suivante. T, X de T, voilà le signal. Maintenant, je vais faire la multiplication par ce signal qui est H de T. Je fais une multiplication. Cette multiplication va nous délivrer. Nous avons à chaque point pour chaque point la multiplication de 1 par la valeur du signal, alors elle va nous donner la valeur du signal, d'accord? 1 fois le signal, donc elle donne la valeur du signal, puis sur tout cet intervalle, la valeur ici est nulle. Donc 0 fois le signal, 0 fois toutes ces valeurs va nous donner une valeur nulle. D'accord? Et ainsi de suite jusqu'à la valeur de 1 tenue ici. Donc on va voir la valeur du signal. Pardon, elle est située ici. D'accord? Je fais d'abord l'enveloppe du signal. D'accord, à ce point-là, la multiplication va nous donner ce point. Et avec la prochaine impulsion, nous donner cette valeur. La prochaine, celle-là, et la dernière, celle-là. D'accord? Et vous voyez bien comment, en multipliant ces deux signaux, on aboutit au signal échantillonné XKT. D'accord? Donc, un signal échantillonné n'est rien qu'une multiplication d'un signal continu par un signal ou une séquence d'impulsions de Dirac.
La fermeture de l'interrupteur ici est supposée faite d'une manière idéale, c'est-à-dire l'interrupteur se ferme et s'ouvre pendant un instant de temps très court, qui est pratiquement égal à zéro. D'accord? On suppose que l'interrupteur se ferme et s'ouvre pendant un temps très court. C'est-à-dire ici le passage, il se ferme et il s'ouvre pendant un temps très court ici, c'est-à-dire on va supposer que cet intervalle de temps est pratiquement nul. D'accord? C'est pour qu'on puisse obtenir la valeur exacte du signal x de t. Pardon, ce point il est situé ici. Donc c'est avec ce point-là. Je peux même ajouter une autre impulsion ici. D'accord? Donc, grosso modo, c'est ça. Donc, la séquence des impulsions de Dirac, ou le peigne de Dirac, H de t, elle peut être donnée mathématiquement par delta t moins kt. D'accord? K variant de 0 à l'infini. D'accord? Donc, grosso modo, un signal échantillonné est obtenu par la multiplication d'un signal continu x de t avec le peigne de Dirac delta t moins kt. On donne le signal x kt.